326, c'est le nombre d'heures pendant lesquelles le prix de l'électricité a été négatif en France depuis le début de l'année, dont 133 heures sur le seul mois de mai. Qu'est-ce que cela signifie? Que pendant ces heures-là, les producteurs doivent payer pour écouler leur électricité. Ce phénomène existait à peine il y a 16 ans et il résulte, comme on l'a expliqué précédemment, d'un déséquilibre entre d'un côté une consommation en berne et de l'autre une production abondante, notamment solaire. Mais les défis d'intégration du solaire ne se résument pas à ces seuls enjeux économiques. Il y a aussi des défis techniques. Les gestionnaires doivent faire face à des challenges assez inédits. On se rappelle de RTE qui a quelques semaines donné un message d'alerte sur la situation extrêmement tendue à laquelle il devait faire face pour équilibrer l'offre et la demande. Donc bien loin des craintes de 2022 où on s'inquiétait au contraire d'un potentiel manque de courant. Et puis effectivement, comment ne pas évoquer le blackout en Espagne et au Portugal intervenu le 28 avril dernier, à un moment où le solaire représentait 70% du mix électrique, qui n'a pas arrangé la situation et a contribué à faire du solaire le bouc émissaire de tous les maux du système électrique. Alors bien sûr, le blackout, il faut le rappeler, les causes n'ont pas encore été établies, donc on ne peut pas tenir le solaire comme responsable. En tout cas, pour discuter de tous ces bouleversements et de tous ces besoins de flexibilité qui en découlent, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Donc Corentin Civy, vous êtes directeur de Q-Énergie en France. Vous avez en charge environ 3,5 gigawatts, je crois, de projets en cours dans le solaire, l'éolien, l'hydrogène, les batteries. Cédric Boissier, vous êtes directeur du projet Accélération des énergies renouvelables chez Enedis. Et puis Pierre Jérémy, vous êtes directeur de l'investissement chez I24, un fonds spécialisé dans l'hydrogène. Vous êtes également expert associé à l'Institut Montaigne et avait été directeur de cabinet adjoint d'Agnès Pannier-Runacher lorsqu'elle était ministre de la Transition énergétique. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à l'invitation. Peut-être pour planter le décor et commencer, est-ce que Cédric Boissier, vous pourriez nous donner un aperçu, nous partager quelques chiffres aujourd'hui du côté production, du côté des raccordements des ENR, où est-ce qu'on en est actuellement? Bonjour à toutes et tous. Donc, il y a eu déjà pas mal de chiffres, de données sur la question du volet production, finalement, de l'équilibre qu'on doit trouver entre consommation et production. Donc, effectivement, sur la production, et ça a été rappelé, la production renouvelable, on a quand même connu une accélération en France très très forte. Alors, pour dresser un peu le panel, donc Enedis, réseau de distribution, c'est 90 à 95% des énergies renouvelables qui sont accordées chaque année en France. Donc on a quand même un panel qui est quasi exhaustif. Et on a beaucoup parlé là à l'instant avec Laetitia Brottier de la planification de la PPE. Globalement, nous, la commande qui nous a été passée par les pouvoirs publics, c'est de faire 5 à 6 gigawatts par an d'ENR tous les ans d'ici à 2050. Si on fait ça, globalement, on atteint la neutralité carbone qui est attendue. Là, on se dirige vers les 6 gigawatts pour 2025 de raccordement. Alors, est-ce que je peux m'engager sur le sujet? Oui. Je pense qu'on ne va pas en être très loin, vu les tendances qu'on a sur le premier trimestre et même sur les premiers mois du deuxième trimestre. Donc, quand même rappeler, on est parti de 2 gigawatts en 2020-2021 raccordés au réseau. C'était essentiellement de l'éolien, en puissance, hein, j'entends. Les 3/4, c'était de l'éolien. L'année dernière, on a fait 5,5 gigawatts. Cette fois, le solaire représente 80%. Et depuis le début de l'année, on est encore sur des proportions supplémentaires. Et si on va vers les 6 gigawatts, ce sera par le solaire. C'est-à-dire que l'éolien, on va rester sur 1 gigawatt par an globalement, mais on sera sur 6 gigawatts. Ça veut dire avec que le solaire représente à peu près 80-85% de... Oui, je pense qu'on va faire, alors là je m'avance un peu, hein, donc je vais dire entre 5,5 et 6 gigawatts cette année. Le solaire devrait représenter de l'ordre de entre 4,5 et 5 sur cet ensemble. Alors, donc c'est une bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire qu'effectivement on a accéléré, on est sur la trajectoire de long terme, hein. Je le rappelle, si on fait ça tous les ans jusqu'en 2050, on tient l'enjeu de neutralité carbone. Par contre, ça s'accompagne d'un double phénomène. On l'a dit, c'est plutôt du PV que de l'éolien. Or, les courbes de charge, les courbes de production du PV ne sont pas les mêmes évidemment que l'éolien. Donc on se retrouve avec une bosse solaire sur la période 10-16, 10h, 16h en fait, hein. Donc ça, c'est un premier phénomène qui est important. Et le deuxième, c'est qu'on est essentiellement sur la basse tension plutôt que la HTR. C'est grâce notamment au décret S21, c'est plutôt
la basse tension, donc les petits projets résidentiels, où on va se le dire aussi les agriculteurs avec des panneaux sur le toit des hangars, qui ont créé la croissance. Et cette croissance, elle est donc sur des objets qui sont moins pilotables que ne l'était la HTA. Et surtout, de l'autre côté, en fait, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole dessus, mais effectivement, on a cette consommation qui est en berne. Je crois qu'on parle de moins 7% par rapport à l'avant-crise. Quel vecteur, finalement, quel levier ne fonctionne pas pour qu'on arrive à cette électrification que tout le monde appelle de ses voeux, il me semble. Alors, c'est vrai que donc sur la production, j'ai parlé tout à l'heure d'équipe consommation-production. Sur la consommation, là, par contre, effectivement, on n'est pas sur la trajectoire telle qui était prévue. Alors, la PPE n'est pas sortie, donc quand je parle de trajectoire et d'ambition politique, en fait, je parle du discours de Belfort. Aujourd'hui, c'est la référence qu'on a, et elle prévoyait donc un équilibre entre production et consommation. La consommation n'avance pas aussi vite en termes d'électrification du pays que ça devrait. Parce que, alors attention, je parle d'augmentation de la consommation. En fait, c'est une augmentation par électrification du pays. Donc il s'agit de remplacer les énergies thermiques par de l'électrique et l'électrique décarboné. Et ça, aujourd'hui, on est un peu en retard. La Mobélec, donc la mobilité électrique, les voitures se vendent, mais pas aussi vite finalement qu'on l'espérait. Les pompes à chaleur, c'est compliqué. Avec la suspension de la prime Rénov', oui, ça ne risque forcément. pas arranger les choses. Il est évident qu'il y a, tout le monde ici appelle de la constance dans les appuis et les subventions, il faut être clair. Donc aujourd'hui, c'est un sujet. Il y a aussi la réindustrialisation et la décarbonation qui prend un peu plus de temps que prévu, même si on voit de grosses choses arriver. Les data centers, par exemple, mais aujourd'hui, il est clair que la trajectoire n'est pas la même. Donc on a un problème, finalement, de volume global. On a aussi un problème de forme. Je vais juste en dire un mot parce que ça me semble important. Ça va ouvrir, je pense, sur la question des flexibilités. Sur la forme, on a, donc je l'ai dit, une production qui devient massive entre 10h et 16h. Or, la consommation, aujourd'hui, elle ne se fait pas trop à ce moment-là. Et tous les systèmes dont on dispose structurels pour déplacer la consommation orientent plutôt la consommation vers la nuit, au moment où on n'a pas le solaire. Et donc, un des enjeux, ça va être de déplacer la consommation vers les moments où il y a la production, et notamment la production solaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les systèmes d'incitation pour l'eau chaude sanitaire, vous savez, les heures creuses, heures pleines, il va falloir faire en sorte qu'elles orientent la consommation plutôt sur ces périodes-là. Et donc, dès fin 2025 et 2026, il y a un nouveau dispositif qui va intervenir. On a droit à 8 heures creuses par jour. Il y en a 2 ou 3 qui vont être utilisées pour orienter la consommation sur la période méridienne. Ça peut représenter un potentiel de 2 à 3 gigawatts de déplacement de consommation. Et demain, il y aura la mobilité, les véhicules électriques. Et là, c'est sans doute une dizaine de gigawatts à terme qu'il nous faudra déplacer vers les moments où il y a du solaire. Donc la consommation, il faut qu'elle progresse en volume et il faut qu'elle soit aussi, la forme de la consommation soit revue pour être adaptée à cette nouvelle production. Merci beaucoup pour cet aperçu. Corentin Civy, vous avez cette casquette de producteur. On a parlé tout à l'heure des épisodes de prix négatifs. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie finalement pour un producteur? Quelles sont les conséquences à la fois en termes techniques et économiques surtout? Bonjour, merci déjà. Il fonctionne. Merci pour l'invitation. Donc, en tant que producteur, peut-être un petit retour en arrière pour commencer. Donc, vous avez évoqué dans votre introduction 2022 où on avait justement une vraie problématique de fourniture d'électricité, de production d'électricité, où on avait des prix qui sont montés à des niveaux stratosphériques. Et où à ce moment-là, c'était un peu sauf qui peut, il fallait produire plus, il fallait trouver des moyens d'accélérer les choses pour produire davantage. Mais pourquoi je reviens là-dessus? C'est juste que nous, on est des énergies du temps long. L'énergie, c'est quelque chose du temps long. Une installation solaire, c'est quelque chose qui va durer 30, 40 ans. Un parc éolien, c'est quelque chose qui va durer une durée similaire. Une centrale nucléaire, ça va être encore davantage. On est des systèmes qui produisent sur des temps très longs et qui peuvent être impactés directement par des à-coups et des aléas comme on a pu avoir en 2022 ou comme on vit là actuellement. Mais ça reste que des à-coups. Et c'est ça qui est difficile à penser, notamment pour le politique quand il regarde notre objet, c'est que c'est pas quelque chose qui se fait sur du court terme, c'est des choses qui demandent, et on le répète tous toujours, mais du temps long, de la stabilité, de la visibilité, parce que c'est des investissements qui s'amortissent sur du temps très long.
Donc 2022, explosion des prix. Et là, c'était essentiellement lié aux problématiques de corrosion sur les centrales nucléaires, plus à la guerre en Ukraine. Mais quand même, le gros point, c'était cette grosse chute de production du parc nucléaire. Il est revenu en fonctionnement actuellement. Et donc, comme la consommation est restée stable, ce que vous expliquez très justement tout à l'heure, on n'a pas encore vu le démarrage de l'électrification massive qu'on attend. Du coup, on a cette problématique de prix qui sont négatifs aujourd'hui. Mais c'est aussi potentiellement une opportunité pour la suite, ces prix qui sont négatifs aujourd'hui, parce que ça peut être un des déclencheurs sur l'électrification justement. Je prendrai juste un tout petit exemple, mais aujourd'hui, pour ceux qui ont une voiture électrique, quand vous rechargez sur l'autoroute, vous n'avez aucune incitation à recharger entre midi et 2, alors que c'est le moment où vous allez potentiellement vous arrêter pour manger. Et quand on charge une voiture électrique entre midi et 2 sur une bande rapide de station-service, on est facilement à 100, 150, 200 kg d'appel de puissance, donc c'est des puissances qui sont importantes. Si on imagine 10 000 voitures garées sur les 20 000 bornes qui sont en fonctionnement sur nos autoroutes, c'est tout de suite 1,5-2 gigawatts d'appel de puissance entre midi et 2. Donc imaginez peut-être arriver des incitations tarifaires où entre midi et 2, vous ne payez pas votre plein, mais vous êtes presque payé pour faire votre plein, ou alors il est à un prix dérisoire. C'est des choses qu'on commence à voir arriver aux Pays-Bas, en Allemagne, sur des projets pilotes. C'est des choses qu'on va voir arriver dans les années qui viennent et qui vont aussi avoir une incitation importante sur les changements des consommateurs. Voilà. Mais cette opportunité des prix négatifs, c'est juste que là, à court terme, ça peut permettre d'imaginer ce genre de choses. Après, pour nous, en tant que producteurs, c'est plus un défi, principalement pour nos installations solaires, puisque le coût de l'électron produit à midi, il a peu de valeur aujourd'hui. Donc ça nous incite à regarder aussi ce qui se passe sur des pays qui sont plus avancés que nous en termes de taux de solaire et en termes même de prix négatifs. Pardon, mais vous devez vous effacer maintenant quand les prix passent en négatif. Donc ça représente un manque à gagner pour vous, c'est ça? Alors oui, qui est partiellement compensé, mais donc effectivement, ça représente un manque à gagner pour les installations. Et maintenant, ça a été étendu à la quasi-totalité des installations. Même les parcs éoliens en mer ont été récemment étendus là-dessus. Donc on se retrouve paradoxalement effectivement à devoir s'effacer et à être partiellement compensé. Si on regarde des pays qui sont sur des problématiques plus fortes que la nôtre, comme l'Espagne ou les Pays-Bas, ou l'Allemagne même, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, on a un intérêt à installer du stockage pour commencer à décaler une partie de la production. Et donc c'est des choses qui commencent à arriver dans les têtes de tout le monde ici, ceux qui sont actifs dans le développement de projets. On est en train de réfléchir à ce qu'il faut installer 2 heures de stockage, 4 heures de stockage, 6 heures de stockage, 8 heures de stockage, quand, sur quel projet, à quel endroit. Effectivement, un vrai sujet. On consacre d'ailleurs une table ronde entière au stockage un petit peu après, mais effectivement, ça apparaît comme une des solutions à ces besoins de flexibilité. Est-ce qu'on peut juste dire un mot? Est-ce que vous avez le sentiment que le business model aujourd'hui des producteurs solaires doit être réinventé? Est-ce que vous craignez, justement, on avait parlé un petit peu de ces prix sur les appels d'offres qui vont peut-être moins baissé que prévu parce que vous-même, il faut prendre en fait en compte ce manque à gagner. Voilà, comment vous voyez l'évolution du business model? Est-ce que ça peut impacter vos ambitions de développement, ces phénomènes de prix négatifs, dans l'attente des mesures telles que le stockage ou la flexibilité de la demande? Alors forcément, ça induit des réflexions fortes sur quel projet on cible, quel projet on priorise, sur les tailles de projets qu'on vise aussi et sur leur temporalité. Après, comme malgré tout le développement reste très long, puisqu'on a une des particularités, spécialement aussi en France, c'est de faire des permis extrêmement longs à être délivrés, enfin des autorisations extrêmement longues à être délivrées. C'est un peu paradoxal, on parle d'accélération du raccordement des énergies renouvelables, mais en même temps aussi il y a un gros sujet sur les permittings en France avec des délais extrêmement longs. Et d'ailleurs, ça impacte aussi l'électrification, parce que quand on parle de réindustrialisation et d'électrification de l'industrie, c'est aussi des temps de permis qui sont extrêmement longs. On est toujours en France sur potentiellement des années, là où dans des pays où ça accélère vraiment, on est sur quelques mois. Et bon, sur le raccordement, il y a du gros travail qui est fait côté Enedis RTE pour accélérer, même si ça reste encore très long. Sur le permitting, ça reste extrêmement long. Donc du coup, comme c'est très long, nous, on raisonne sur les projets qu'on développe aujourd'hui. C'est des projets qui vont arriver en service dans 4 ans pour les plus optimistes et parfois 6, 7, 8 ans pour les plus longs. Les perspectives à long terme restent quand même assez encourageantes dans le sens où l'électrification va à un moment commencer à décoller, même si elle tarde. On a quand même pas mal de tendances qui poussent pour montrer que les prix futurs vont quand même rester à des niveaux qui sont intéressants. Mais effectivement,
avec des choses à réinventer sur la façon de vendre cette électricité, de commercialiser cette électricité. C'est clair que le fait de juste se brancher et délivrer notre courant et toucher notre complément de rémunération, c'est quelque chose qui est clairement en train de changer. Donc, c'est nos modèles d'affaires, c'est notre façon de commercialiser, c'est ça. Et c'est l'implémentation de stockage pour certains projets, aussi des types de profils de production qui peuvent être différents, c'est-à-dire pas être forcément que sur du plein sud. Voilà, c'est tout un d'autres chantiers aussi qui arrivent en arrière-plan, c'est de l'hybridation, donc de l'hybridation solaire-éolien. L'éolien et le solaire ont la chance d'être extrêmement complémentaires. L'éolien est beaucoup moins touché d'ailleurs par ces sujets de prix négatifs parce que son essentiel de production, ça reste l'hiver. Et là, on n'a pas ces sujets de prix négatifs, même si actuellement ça peut être presque proche, mais quand on regarde les tendances à plus long terme, c'est pas vraiment le cas. Et la complémentarité entre les deux est excellente. Et il y a des choses, notamment sur la mutualisation du raccordement. Les plages de production pleine puissance de l'éolien et du solaire sont quasiment jamais atteintes en même temps. Donc il y a tout un tas de chantiers qu'on peut faire pour baisser les coûts, justement en utilisant du raccordement éolien pour remettre du solaire dessus ou inversement. Merci beaucoup. Pierre-Jérémy, avec votre casquette d'investisseur chez i24, vous estimez justement, quand on parle de flexibilité, qu'en fait la demande industrielle peut aussi apporter une certaine flexibilité via justement l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet éclairage? Oui, alors il y a peut-être plusieurs points sur lesquels j'aurais voulu revenir dans les deux précédentes interventions. Clairement, la demande d'électricité en France a fait une marche d'escalier au moment suite à la guerre en Ukraine. Elle n'a jamais repris. Et à ça, en théorie, la demande, elle est censée être élastique au prix. Donc normalement, quand le prix redescend, la demande est censée revenir. Ça, c'est vrai dans les cours de microéconomie. Dans le monde réel, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a des effets d'hystérèse parce qu'en fait, les sites de consommation font faillite et ensuite recréer un nouveau site de consommation industrielle, il n'y a pas que pour le solaire que le permitting est difficile. Donc à la fin, on perd plusieurs centaines de mégawatts de demande industrielle qui n'est jamais revenue suite à la période 2022-2024. Alors par ailleurs, on a à peu près tout fait pour lui envoyer des signaux déplaisants sur les perspectives de long terme pour les prix de l'électricité, puisqu'on est passé d'un schéma régulé avec un prix garanti au niveau des coûts du nucléaire à un schéma post-ARENH qui repose en fait totalement sur le marché, donc qui enlève toute visibilité permettant de prendre des décisions d'investissement dans l'électrification. Alors, dans ce constat-là, on a effectivement des périodes de prix négatifs qui apparaissent. Les périodes de prix négatifs sont un phénomène parfaitement normal et sain du fonctionnement des marchés, en fait témoignent du fait que le marché fonctionne correctement, puisqu'il exprime le fait qu'il y a des moments où la demande est très inférieure à l'offre. Et quelque part, encore une fois, ça semble contre-intuitif, mais il y a pas mal de produits qui existent, qui peuvent avoir des prix négatifs, y compris des biens meubles. Il y a même des gens qui en ont fait un très beau métier qu'on appelle l'industrie des déchets. Veolia et Suez font un très beau chiffre d'affaires à gérer des biens et des produits qui ont une valeur négative. La différence, c'est que pour l'électricité qui a une valeur négative sur une heure peut avoir une valeur positive sur une autre heure. Et donc, c'est là que la flexibilité intervient. Alors, nos voisins ont le même problème que nous. Et c'est toujours très important de regarder en dehors des frontières de la France. Ça l'est pour comprendre comment adresser le problème de la flexibilité du système électrique dans un monde où on va insérer de plus en plus de renouvelables. Ça l'est aussi pour réfléchir aux questions de permitting. Sur ce sujet, j'ouvre une incise. La France a des prix qui sortent des appels d'offres publics du solaire ou de l'éolien d'ailleurs, qui sont entre 10 et 15 euros par mégawattheure plus cher que tous nos voisins. Ça n'est pas parce que la France est exceptionnellement mal ensoleillée et mal vantée. C'est simplement des choix réglementaires de complexification des permittings qui vont bien au-delà de tout ce que le droit européen nous impose. Je citerai dans le cas du solaire 2 exemples. La France est le seul pays de l'Union européenne à imposer à des champs de panneaux solaires des études d'impact au cas par cas. Il n'y a aucun autre État membre de l'Union, et d'ailleurs en fait aucun pays du monde qui fait ça. Donc si on veut ralentir le solaire, c'est comme ça qu'on s'y prend. Et quand on ralentit les projets avec des temps de développement pour faire des études d'impact, on renchérit les coûts pour arriver à rentrer dans les TRI. L'autre exemple, c'est le mécanisme baroque de charte départementale avec les chambres d'agriculture. Je suis sûr que tout le monde dans cette salle est très occupé à en dire du bien parce qu'il faut flatter les chambres d'agriculture. Moi, je ne suis pas lié par cette contrainte. Donc voilà, j'en pense le plus grand mal.
Et je me suis beaucoup battu au Parlement pour qu'on ne fasse pas cette horreur. Les parlementaires qui l'ont voté sont publics. Ensuite, si on regarde comment nos voisins traitent le problème d'avoir trop de solaire sur certaines heures, effectivement, ils font le pari de la flexibilité. Alors, pour la flexibilité, on a la chance en France d'avoir des gestionnaires de réseau qui travaillent le sujet depuis très très longtemps, aussi bien RTE qu'Enedis, avec une réflexion très approfondie sur les signaux saisonniers, sur comment on mobilise même les consommateurs résidentiels, sur comment on standardise Linky par exemple chez les ménages. Donc on a beaucoup d'avance et je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Pour prendre un exemple chez les foyers, Linky qui est quand même beaucoup décrié, ou en tout cas on aime bien en France s'auto-flageller en disant que Linky c'est le Minitel des compteurs connectés. En réalité, il est beaucoup plus performant que ceux de nos voisins. Déjà, il est déployé, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Les compteurs connectés n'existent quasiment pas, ou en tout cas se déploient beaucoup plus difficilement. Et en Italie, ils en ont un, mais qui en fait sert juste à couper les fraudeurs. Donc voilà, on a plutôt de l'avance sur ces sujets de mobilisation des clients domestiques. Pour autant, c'est beaucoup plus facile de mobiliser un gros point de consommation qui soutire 500 MW que 1000 points de consommation qui soutirent 500 kW. Et c'est en fait 1000 fois plus simple, puisqu'il y a des économies d'échelle. On en vient aux industriels. Et donc, nous venons aux industriels après ce long détour. Et il s'avère qu'il y a un type de consommateur industriel qu'on sait construire et qui a le bon goût d'être assez flexible, c'est l'électrolyse. Donc, un électrolyseur, aujourd'hui, à peu près toutes les technologies d'électrolyse ont des très bonnes caractéristiques de flexibilité, un peu meilleures en membrane échangeuse de protons qu'en alcalin, mais le vrai débat sur l'électrolyse, c'est qu'il faut avoir un tuyau en aval de l'électrolyseur pour pouvoir faire jouer la plage de pression dans le tuyau et pour pouvoir faire monter la pression quand on a beaucoup de solaire et qu'on peut faire tourner l'électrolyseur à bloc, et ensuite produire moins, mais toujours servir le client en aval avec de l'hydrogène sur un profil constant. Parce que si on a un électrolyseur qui est captif du client, on est obligé de servir exactement le profil du client et on ne peut pas faire de modulation. Il faut du stockage. Donc il faut du stockage, donc il faut des pipes, donc il faut des infrastructures hydrogène. Avant de venir à ça, est-ce que du coup le suivi de charge des électrolyseurs, il n'y a pas de sujet technique? Parce qu'à un moment, c'était un petit peu juste pour éclaircir ce point. Il y a eu de l'essuyage de plâtre, notamment sur la filière alcaline, avec des accidents bien documentés en Chine, pas en Europe. C'est des sujets qui sont maintenant derrière les constructeurs qui ont, je pense, compris comment traiter ces problèmes-là. Le fond de l'affaire, c'est qu'un électrolyseur, en fait, il peut faire des cycles sous 15 minutes sur à peu près toutes les technos. Le seul débat, c'est qu'en alcalin, on préconise de ne pas descendre à 0, mais de descendre à une puissance minimale qui est entre 20 et 40% selon les constructeurs. Et globalement, les problèmes de sécurité qui étaient liés à ça sont maintenant loin derrière la filière. On a des très bonnes garanties. Beaucoup cyclés accélèrent un petit peu la dégradation de l'électrolyseur, mais on a maintenant des garanties constructeurs, y compris sur ça. Donc c'est vraiment un sujet qui est derrière nous. D'accord. Donc maintenant, le sujet qui est devant nous, c'est les infrastructures de stockage et de transport, c'est ça? Absolument. Et donc c'est pour ça que l'Espagne fait le choix de construire plusieurs milliers de kilomètres de tuyaux et des stockages pour pouvoir absorber ces excédents photovoltaïques et ensuite les focaliser comme avec une lentille sur ces consommateurs industriels, puisque l'hydrogène, il n'y a que les industriels qui en consomment, en tout cas pour le moment, un petit peu de mobilité. L'Allemagne a fait le même pari avec le déploiement d'un réseau qui va faire 9600 km, dont les premiers tuyaux sont déjà en construction et dont il y a même déjà des tronçons qui sont sous gaz hydrogène. Donc nos voisins avancent très vite sur ce sujet-là. Et c'est un peu mon point principal, c'est que l'hydrogène, nous ne sommes pas du gaz. Ce que nous faisons, c'est de l'électricité décarbonée sous une autre forme. Et on est là pour fournir des flexibilités au système électrique. Et globalement, l'hydrogène est, dans beaucoup d'États membres qui atteignent des très forts niveaux de pénétration des renouvelables, un levier de flexibilité additionnel par le couplage sectoriel. Et ça, c'était un pari qui avait été envisagé par la Commission européenne dès 2010. Ils ont eu, je pense, le tort d'avoir raison trop tôt. Maintenant, ils vont avoir raison au bon moment, notamment en Espagne, en Allemagne, dans le Benelux. Et maintenant, il ne reste plus que la France, mais où on voit les premiers germes de cette prise de conscience, puisque RTE a rendu public un jeu de transparent le 13 juin dernier en Kurt, où il montre que jouer sur les flexibilités avec des tuyaux fait gagner à peu près 1 € du kilo d'hydrogène, donc ce qui est colossal en France, et 20 centimes si on joue en plus sur les services systèmes. Donc 1,20 €, c'est vraiment beaucoup. Et ça accroît la compétitivité, qui est le gros problème de l'hydrogène. C'est un énorme gain de compétitivité, exactement. Donc, en fait, on met de la flexibilité dans le système électrique, on gagne de la compétitivité pour les industriels, donc c'est vraiment un mariage de raison.
Merci. Si on revient justement sur ce besoin de flexibilité de la demande, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Cédric Boissier, ce gros chantier de décaler une partie des heures pleines, heures creuses au niveau de la journée. Enedis a un rôle à jouer dans ce chantier-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi consiste votre rôle dans cette réforme-là? Et puis très concrètement, qu'est-ce que ça va dire finalement pour, je crois que c'est 11 millions de consommateurs qui sont concernés par ces heures pleines, heures creuses? Oui, et merci d'avoir mis en avant aussi, parce qu'on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas bien, etc. Mais mis en avant finalement des atouts dont on dispose en France. Et effectivement, l'eau chaude sanitaire qui existe depuis les années 60-70, qui était liée à la mise en place de la production nucléaire, c'est un truc, il faut en être fier, parce que ça contribue largement justement à ces enjeux d'adéquation production-consommation dans la journée. Donc ça, c'est un point important et merci de l'avoir signalé. Alors, en fait, aujourd'hui, l'essentiel des flexibilités servent à l'équilibre offre-demande. Parfois, dans la tête des gens, on se dit les flexibilités qu'utilise Enedis vont servir aux congestions du réseau. Non, en premier lieu, les flexibilités servent à l'équilibre offre-demande. Ça, c'est quand même un point qui est important. Je voulais dire aussi que finalement, on a un peu un choix collectif à faire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui de l'optimum à aller chercher, justement, pour baisser les coûts, pour limiter les infrastructures à développer, pour gagner du temps. On va aller chercher à utiliser toutes les capacités existantes. Et ça passe par la flexibilité. Quand on a un particulier, qu'on met du stockage, etc., on fait de l'optimisation de sa facture, etc. On est plutôt sur une logique individuelle. Moi, je vais parler plutôt des optimisations collectives qui vont permettre au système électrique de fonctionner dans un monde demain où l'électricité, elle est fortement décentralisée, la production. Ce qui est sur le réseau de distribution, en production, c'est à peu près 30% aujourd'hui de la production globale France. Je parle de production électrique. On va être à 40% dans quelques années. Donc bientôt, l'essentiel de la production sera faite sur le réseau de distribution. Et donc, on a la flexibilité, c'est quoi? C'est augmenter la production, baisser la production, déplacer la production, pareil sur la conso, augmenter la conso, la baisser, la déplacer. Et l'essentiel finalement des flexibilités, enfin pas l'essentiel, mais une bonne partie, vont être sur le réseau de distribution. Et c'est ce que vous disiez, donc sur des objets qui sont multiples et de petite taille. Mais il faut qu'on aille la chercher, cette flexibilité, parce qu'elle est fondamentale. Et donc quand on parle de flexibilité distribuée, donc sur le réseau de distribution, elles sont locales, mais elles sont au service de l'équilibre offre-demande global. Et ça, c'est quand même fondamental de l'avoir en tête. Et donc, on parle de flexibilité structurelle. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il y en a deux majeures. Une qui est déjà en place, c'est l'eau chaude sanitaire. Et donc, dès cette année, et encore plus en 2026, il y aura la saisonnalisation des heures creuses, heures pleines. Donc, pendant les périodes où il y a beaucoup de solaire, eh ben, vous verrez en tant que particulier vos heures creuses, heures pleines être différentes, avec des heures creuses qui auront lieu donc, pendant la période méridienne l'été. C'est le premier point, 2 à 3 gigawatts. Et quand il y aura du véhicule électrique, c'est 11 millions, vous l'avez dit, aujourd'hui, de Français qui sont avec l'eau chaude solaire et les heures creuses, heures pleines. Les véhicules électriques demain, c'est potentiellement en 2035, il y a 17-18 millions de véhicules sur des puissances assez fortes. Et donc, si on arrive à faire cet exercice-là, on aura des flexibilités structurelles, globales, de déplacement de la conso, de l'ordre de 10 à 15 gigawatts. C'est quand même juste colossal en termes de capacité. Ça, c'est les flexibilités structurelles. Il y a aussi les flexibilités dynamiques. Je le précise parce que c'est important. Nous, on permet, grâce à Linky, des flexibilités dynamiques. C'est les fournisseurs qui font des offres tarifaires, qui vont bouger. Vous évoquiez tout à l'heure la mobilité électrique, les rechargements sur les autoroutes. Nous, il faut qu'on puisse les opérer, ces flexibilités, mais elles sont conduites par les fournisseurs d'électricité qui vont adapter les tarifs en fonction du prix de l'électricité. Et là, on est sur du dynamique. Et enfin, il y a de la sauvegarde. Et je parlais tout à l'heure du pilotage. On ne sait rien aujourd'hui sur l'Espagne, les causes, etc. Mais à un moment donné, un système tel que le nôtre va nécessiter de plus en plus d'outils de pilotage pour garantir la sécurité du système électrique. Et donc là, c'est les procédures de sauvegarde. On doit être capable très vite de jouer sur la production ou jouer sur la consommation pour permettre toujours l'équilibre entre la production et la consommation qui est essentiel à la tenue du système. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Peut-être Corentin voulait ajouter un mot pour éventuellement conclure ces échanges.
Oui, juste rappeler, petit incident, vous avez peut-être vu passer sur la centrale de Civaux, on a découvert de la corrosion sous contrainte, juste pour rappeler, même si c'est un incident a priori isolé et qui ne devrait pas avoir d'impact sur l'ensemble du parc, mais juste rappeler que le parc vieillit et qu'on n'est pas à l'abri à nouveau de problématiques comme ce qu'on a pu avoir en 2022. Donc possiblement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on dira sauf qu'il peut, il faut absolument réaccélérer, on a trop ralenti sur les renouvelables. Donc juste pour rappeler aux politiques le temps long, clairement on est sur une dynamique où on a absolument besoin, il faut y aller, même si on est en phase de prix négatif, on n'est pas à l'abri d'un nouvel incident. Et donc le fondement, ça reste sur le long terme la décarbonation. Et en plus, profitons de cette opportunité d'avoir des prix négatifs pour accélérer sur la partie consommation. Et peut-être notre responsabilité collective à tous et à toutes ici, c'est aussi d'être des acteurs de cette électrification, que ce soit sur les flottes des entreprises, que ce soit potentiellement sur l'accompagnement de la rénovation, que ce soit sur l'électrification et notre sourcing, le sourcing de nos achats et des sous-traitants, etc., qu'on peut faire travailler. On a aussi une responsabilité collective de participer à cette électrification. Merci. Si effectivement, n'ayons pas la mémoire courte.